Voilà, donc ici, une nouvelle vidéo qui va concerner donc le Scilab, et pas Skylab, parce que Skylab, c'est un engin spécial de la NASA. C'est un vaisseau spatial, bon, ça n'a rien à voir. Scilab, voilà, une troisième petite vidéo qui est voilà, dénommée la vidéo numéro 3 concernant bon, les premiers pas dans Scilab, dans l'environnement Scilab, qui est constitué d'une console d'application à droite et bien sûr à gauche, bon, une gestion de fichiers. Bon, je vous rappelle que je suis pas, je suis novice aussi dans comment on appelle ça, l'environnement Scilab. Scilab, c'est comme psy. Vous devez dire comme psy. Je l'ai vu aux premières vidéos, c'était comme psy. C'est vous retirez le P, vous faites Scilab. Scilab, voilà. C'est dénommé de, voilà, on le dit Scilab. C'est prononcé, voilà, c'est ça que je cherchais le mot, on prononce Scilab. Alors, cette vidéo-ci va être importante parce que la première chose que vous faites, vous allez dans un environnement ou dans un lieu, hein, ça peut être même être un lieu, quand on dit Sci Laboratory, Science Laboratory, ben, laboratoire, parce que vous rentrez dans un laboratoire scientifique, vous voyez des ustensiles scientifiques. Qu'est-ce qui vous permet de dire que vous êtes dans un laboratoire scientifique? C'est les ustensiles, le matériel, voilà, tout ce qui tourne autour du laboratoire vous permet de dire que vous êtes dans un laboratoire. Ici, c'est pareil. Qu'est-ce qui vous permet de dire que vous êtes dans un laboratoire de sciences? Vous avez plein de fonctions scientifiques. Donc, ça permet de faire des calculs scientifiques. Et donc, c'est effectivement un environnement. De, voilà, vous êtes en plein dans un environnement de calcul scientifique, donc dans un laboratoire de calcul scientifique. Et l'environnement, le voici, il est constitué d'une console application dans laquelle vous pouvez programmer. À droite et à gauche aussi, on peut mettre des fichiers dans lesquels contient des programmes dans ces fichiers-là. Donc vous pouvez faire appel à des fichiers voilà, pour programmer. Bon, mais la première chose que vous allez dans un environnement, dans une ville, c'est pour éviter d'être perdu, c'est d'avoir des points de repère. Et le plus grand point de repère que vous pouvez avoir, c'est de consulter par exemple une carte. Une carte qui constitue une aide. Une aide qui est une carte où vous allez, je sais pas, dans certaines villes, ils vous mettent des cartes de la ville et vous savez où se situer plus ou moins où vous êtes, où est le théâtre, où est voilà, le théâtre, je ne sais pas moi, le centre sportif, le stade, le centre culturel, voilà, la commune, voilà, ou voilà, la commune, le pont principal, l'avenue principale, la place principale, la seconde place de la ville, voilà, les monuments principaux, le boulevard principal, tralala, tralala. Bah, grâce à une carte, vous pouvez savoir tout ça. Et ici, c'est pareil. Comment vous pouvez vous y retrouver? Ben, c'est de faire appel à l'aide. C'est l'aide qui va vous aider, vous dicter. Bien sûr, l'aide ne va pas vous parler, mais ce qu'il faut faire, c'est que vous devez regarder l'aide, consulter l'aide et rechercher ce qui vous paraît dire, intéressant à faire si vous avez une application à faire sur Scilab. Alors, l'aide, vous tapez tout simplement Help. Vous avez l'aide en tapant Help et ça vous permet de voir ce que Scilab peut faire. Vous avez tous les mots-clés. Enfin, voilà, keywords. Keywords, ce sont les mots-clés. On peut avoir le point virgule, le moins, voilà, le chapeau c'est Help. Bien sûr, c'est de l'anglais. Point virgule, virgule, etc. Tralala, voilà, le dollar, etc. Et vous avez la plupart des mots-clés, tous les mots-clés. Il y a le tilde, hein, bien sûr. Un tilde qui est, on va dire, le tilde, c'est ça. C'est le symbole, enfin, c'est le caractère qui est comme ceci. C'est une espèce de S renversé. Et ça, c'est le tilde. Donc, vous avez tous les mots-clés de Scilab qui sont là. On peut avoir le contrôle de flux qui sont if then else, else if. Voilà, qui interviennent dans la programmation. Try. Voilà. Bon, abort, break. For, if then, else, else if, case, break. Voilà, continue, etc. C'est tous les mots-clés qu'on retrouve en C. Enfin, voilà, c'est des mots-clés aussi qu'on retrouve en C. Ici, ils sont considérés comme étant des contrôles de flux. Voilà, ben, c'est quand même des mots-clés. Je veux dire, ce qu'ils appellent keywords.
Keyword, c'est les mots-clés. Mots-clés. Qu'est-ce qui peut être un mot-clé? Pour moi, un mot-clé, c'est un mot réservé. C'est un mot. Mais ici, quand ils mettent mot, par exemple, le tilde, etc., ce sont des caractères réservés. Voilà, parce qu'un caractère n'est pas un mot. Un mot, c'est un ensemble de caractères. Voilà, donc pour moi, ici, j'aurais dû mettre caractère réservé. Voilà, le point virgule, l'égal, le moins, le plus, ce sont des caractères réservés. Voilà, qui ont une utilité. Donc on n'appelle pas ça keywords, parce que les vrais keywords, ce sont tous les mots-clés. Mais ici, les ont partagés. Par exemple, ils nous ont appelé about, break, case, continue, do, else, if, end, etc. comme contrôle de flux. Ce sont des mots-clés qu'on retrouve en C, tout comme les caractères réservés, on les retrouve en C, c'est normal, parce que bon, là-dessus, c'est du C. C'était programmé en C, C++, voilà, et on sait programmer en Java, C, C++ et Fortran. Alors, on a des configurations, voilà, pour avoir par exemple la version, voilà, et tout ici on a get modules, get memory, get debug info, banner, etc. Bon, ça concerne la configuration. Alors, et le débogage, il est là, ce qui concerne le débogage, c'est dans debugging. Alors, les prises en charge d'erreurs, c'est error clear, error, error table, last error, warning. C'est la prise en charge d'erreurs, c'est les mots-clés, voilà, qui vont concerner les prises en charge des erreurs. Alors les types, bon, les types c'est booléen, type of, type name, type, etc. Matrice, type matrice, voilà. Et les variables, bon, on a les constantes, voilà, type de constante, %e, %EPS, etc. %pi, voilà. Par exemple, %pi, c'est pi. Si vous voulez mettre pi, voilà, une constante, vous voulez mettre pi, ben, vous mettez %pi. Voilà. Voilà, il vous la donne ici, vous voulez %e, vous mettez %e, vous avez e. Et ainsi de suite, c'est toutes les constantes, voilà, qui sont déjà prédéfinies dans Scilab. Voilà. Et on a toute une panoplie, SCI, WSCI, CSI, ohm, TMP, DIR, voilà, ohm, %e, %EPS, %f, ou grand F, attention, petit f ou grand F. Et de toute façon, tout est indiqué. Si je prends un petit f, voilà, boolean variable for false. Donc en fait, c'est false. C'est la variable booléenne pour le faux. Faux. Alors, je vais faire un petit programme. J'imagine que si le false est petit f, ben, on va essayer ça. C'était et je crois et commercial, je ne me rappelle plus. Faudrait que j'aille voir. Pourcent, je m'excuse, c'est pourcent F, pas le et commercial. C'est voilà, le pourcent. Alors, pourcent F et pourcent true. Mais c'est false. Parce que dans les portes et, je vous rappelle les portes et, comment ça va? La table de vérité, si vous mettez d'une porte et, donc AND, en mathématiques, bon, il y a le ou, il y en a, c'est les connecteurs, hein, il y a les connecteurs et, voilà, c'est les connecteurs qui s'écrivent, voilà, les connecteurs comme ceci. Là, on a le AND, donc j'ai une variable A, B et une sortie. Alors je mets la table de vérité, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0 et 0 ça fait 0, là ça fait toujours 0, là ça fait toujours 0, voilà, ça fait 1, et si vous voulez le contraire, qu'on appelle S bar, sortie bar, ben c'est tout le contraire, ce sera 1, 1, 1, 0. Alors vous pouvez faire par des circuits électriques, vous mettez le AND, la fonction AND, donc c'est A et B, ben, on peut mettre aussi, bon, A et B, bon, qui est égal à S bien sûr, qui donne S, ou encore A
et B qui donne S. Bon, je peux avoir aussi plusieurs entrées, hein, des et à plusieurs entrées. Hein. Il n'y a pas forcément que deux entrées, je peux avoir plusieurs entrées. Voilà, ça c'est le et. C'est différents types de symboles normalisés. Voilà. Et alors si je le fais par schéma contact, j'aurai A, B, là je peux mettre une ampoule par exemple, voilà. S, voilà. Et sous forme des automatismes, ben, on mettra A, B, on aura une sortie. Voilà. C'est tous des schémas équivalents. Voilà. Tous des schémas équivalents. Bien sûr, ici, il y a une tension. Hein, entre A et B, il y a une tension. Hein. Voilà. Ça, c'est un schéma ladder. Il y a une tension ici aussi. Voilà, la sortie, elle est là. Mon A, mon B. Et en mathématiques, on écrira plutôt A, je crois que c'est A, B, je ne me rappelle plus parce que je confonds toujours le et le ou. Le quantificateur ou, je crois que c'est celui-là. Et le et, je crois que bon, ça doit être ça. Voilà. Alors, je vais faire ma table de vérité, hein, pourquoi pas. Pourcent. Alors, on a 0, 0. 0, c'est false. Et false. Je me suis trompé, ouais, je me suis trompé. Je recommence. Pourcent. Je vais faire un effacement d'écran. Clear console parce que bon, ça me dérange un petit peu. Pourcent F. False. Et vous allez voir que ça va aller vite, hein, parce que et pourcent F. False, false. Voilà. Ça me donne false, c'est normal. Bon, je le reprends. False, true. Ça me donne false. Je reprends. True, false. False, true, c'est normal. Ici, c'est, on va dire, commutatif. Hein. True, false, true, ça fera, voilà, false. Et maintenant, regardez bien, pourcent true et pourcent true, et ben, on a true. Voilà, c'est une table de vérité qui est toute faite ici. Et ça donne ce que je vous ai mis ici. Voilà, ça donne tout ça. Donc je vous ai mis 0 c'est false, 0 c'est false, ben, ça donne false. Dès le moment où il y a un 1, ben, là c'est à true, là ça va à true. Donc ici par exemple, la condition pour que la lampe s'allume, mais il faut que fermer l'interrupteur pour que le courant passe sur A, mais pour qu'il puisse passer sur B, il faut que tous les deux soient fermés, je veux dire, au même moment, les deux interrupteurs soient fermés. Bon, tout comme ici, dans les automatismes, pour qu'il y ait l'action de S, pour que S soit à 1, mais il faut que A soit à 1 et que B soit à 1. Voilà. Donc ça veut dire que si le B, ça c'est le A, ça c'est le B, voilà. Mais pour le faire passer à 1, enfin non, ici je le fais passer à 1, bon, je le fais passer par un automatisme de 0 à 1. La variable passe à 1. Donc si vous voulez, ici on aura non A. On aura non A. Et voilà, et non B. Parce que si A vaut 0, ben, il faut non A et non B. Voilà, parce que A est à 0. Donc non A ça fait 1. Et non B ça fait 1. Donc non A, non B, ils sont en série, ben, il va donner S égale 1. Sinon toute autre condition, AB donnera 0. Donc ce qui veut dire qu'ici, dans la porte, dans une à 3 portes, bon, pour avoir 1, il faut 1, 1, 1 pour avoir 1. C'est ça que ça veut dire. Donc l'étape de vérité en porte E, quelle est la condition pour avoir 1? Mais c'est que... Ici, je me suis... Oui, c'est bien ça. Bon, je vais le faire au propre.
pour avoir 1, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut que tout soit à 1. Si vous avez 4 interrupteurs en série, il faut que les 4 interrupteurs soient fermés. Voilà, donc pour avoir une sortie à 1, donc j'ai A, B, S, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Ouais, ici je me suis trompé, c'est 0. On commence toujours par 0, hein, c'est comme ça. Bon, il faut suivre la table de vérité de voilà comment elle est construite. Donc, et voilà, donc on aura toujours 0. La seule pour avoir 1, ben, vous avez vu que c'est laquelle? Ben, c'est quand on a un 1. Donc une table de vérité, si pour avoir 1 en sortie avec les portes E, ben, il faut avoir un circuit. Voilà, si vous avez 4 variables, ben, les 4 variables doivent être tous les 4 à 1 pour que la lampe s'allume. Donc là j'aurai A, il faut la condition de A, B, C, D. Il faut que on ait A fois B fois C fois D puisse donner 1, mais il faut que A soit à 1, que B soit à 1, que C soit égal à 1, que D soit égal à 1. Donc là, voilà comment mettre une condition pour avoir voilà, une fonction qui soit réalisée, une fonction par exemple ici à l'image de la lampe ou à l'image d'un moteur, enfin, à l'image de la lampe ou à l'image d'un moteur ou à l'image, je sais pas moi, d'un système, au travers de 4 boutons et qui demande la nécessité que les 4 boutons soient allumés, ben, vous mettez une porte E. Vous devez avoir 4 boutons allumés pour avoir la fonctionnalité nécessite bon donc voilà la mise en place d'un système E, de porte E, ce qu'on appelle des portes, des gates, ce qu'on appelle des gates en anglais, gate. Voilà. Et on le fait par bon voilà apparemment par Scilab de cette manière-là. Alors j'aurais pu faire la porte ou, hein. Bon, vous aurez compris que je peux faire autre chose que des voilà. Alors ça, ce sont les imaginaires, les complexes. Vous voyez comment se présente un complexe. Je vais faire les complexes. Pour un complexe, je vais mettre 3 plus %. Alors je vais mettre 4 fois % i. J'espère que c'est ça. Oui, il l'a mis. Et alors maintenant, je vais mettre 6 plus 5 % i. Voilà. Ouais, mais ici, je me suis trompé parce que je devais faire fois 5. Je vais recommencer le fois, la multiplication. 5i. Voilà. Et je vais additionner, bien sûr. Ouais, bon, j'aurais dû les nommer. Bon, c'est pas grave. Je vais le nommer maintenant. Donc là, j'ai A1. A1 égale 6 plus 5i. Voilà. Et je vais nommer A2. Je vais rechercher A2, bien sûr, avec la flèche haut. Égale, et je remonte, je vais chercher 2 plus 4i. Voilà, je vais pas mettre... voilà. J'ai mis un point virgule, donc il n'a pas mis le résultat. Il n'a pas mis le résultat, donc je l'ai mis... Bon, je vais recommencer ça. Je vais retirer le point virgule. Voilà, là, il l'a mis. Quand vous mettez un point virgule, il s'attend à des instructions. Quand vous mettez un point virgule, il s'attend à des instructions, donc c'est pour ça qu'il ne met pas le résultat. Mais maintenant, si vous enlevez le point virgule, il va directement vous mettre le résultat. Alors maintenant, j'ai A1, A2. Ben, je vais faire A1 plus A2. Je calcule. Ben, ça fait 8 plus 9i, parce que le premier faisait 3 plus 4i. Non, 6 plus 5i, A1, et A2, 2 plus 4i. Donc vous faites les parties réelles, 6 plus 2, ça fait 8. Et 5 plus 4, ça fait 9i. Voilà, c'est une manière de calculer la somme de complexes. Maintenant, si je vais la valeur absolue d'un nombre, c'est ABS, mais si c'est un complexe, on parlera de module. Donc, je peux aller chercher le module de A1.
Voilà, le module de A1 fait 7,80. C'est-à-dire, A1, je vous rappelle que c'est 2 au carré. Non, je m'excuse. C'est 6 au carré plus 5 au carré. Alors, 6 au carré, je vais le faire tout de suite. Alors, SQR, j'espère que c'est SQR la racine carrée. 6 au carré plus 5 au carré. Bon, il ne sait pas ce que c'est, SQR, donc je vais prendre SQRT. Bon, je reprends juste la fonction hein, avec la flèche haut. Je vais chercher et je vais mettre un T. Voilà. Bon, la racine carrée, c'est pas ça. Bon, ben alors ce que je vais faire un tour de passe-passe. Je reprends ceci. Peut-être que c'est... Je vais mettre un exposant. Chapeau, c'est le head. Exposant, entre parenthèses, 1,5. Tiens. 6 au carré. Tu devrais prendre ceci. 6 au carré. Je vais déjà calculer 6 au carré. Ah oui, c'est normal. J'ai compris mon erreur. C'est exposant 2 plus 5 exposant 2. Voilà, ça il doit pouvoir calculer. Voilà, c'est bien, ça fait bien 61. Bon, ben alors je reprends 6 au carré plus 5 au carré exposant 0,5. Voilà, 7,81. Vous voyez que le module, c'est bien ça. Hein. Donc, absolu, voilà. Par contre, la racine carrée, j'ai fait exposant à demi, mais bon, je devrais pouvoir le retrouver avec... ben, on va faire help SQRT. Bon, on va regarder. Square root, il doit pouvoir le prendre. Hein, voilà, c'est square root. Voilà, il doit pouvoir le prendre. Donc, c'est SQRT. Bon, ça existe, c'est SQRT. Bon... SQRT, je vais faire SQRT de 61. SQRT de 61. Voilà, et on va retrouver 7,81. Donc c'est juste, tout est bon. C'est simplement que j'avais tapé des deux petits 2 qui n'étaient pas bons. C'est exposant 2, c'est head, c'est le chapeau. Voilà. Alors, si je rentre maintenant toujours dans l'aide, voilà, ben on peut bien sûr traiter les matrices. Voilà, les matrices, il y a toutes des commandes de matrices. Les logarithmes, les exponentiels logarithmes, voilà, ça c'est les exponentiels logarithmes. Voilà, les points de comment on appelle ça, des points décimaux. Par exemple, je prends round, je prends de celui-là, hein, round, je peux prendre sales, ce que vous voulez. Voilà. Bon, on va prendre rand, on va faire un essai avec rand. Je vais effacer ceci. Clé console, yes. On va mettre, je sais plus ce que j'avais dit. J'ai déjà oublié. Je vais prendre round. Round. Alors round to nearest integer. Au plus proche entier. Il va arrondir au plus proche entier. Alors il y a round par exemple un nombre avec un point décimal 2, ceci. Bon, voyons voir ce qu'il va faire. Ben, il va prendre 2, c'est normal. Voilà. Alors il existe aussi floor 2, ceci. Voilà, ce qui fait 2. Maintenant, vous allez me dire quelle est la différence entre floor et round. Regardez bien. Si je prends round de 2,58. Voilà. L'un, ça fera 3. Et le floor fera 2. C'est ça la petite différence. 2,58. Voilà. Parce que le floor, il va arrondir à l'entier le plus bas, tandis que ça c'est pour le floor. D'ailleurs, comme son nom l'indique, c'est le floor, c'est le sol, c'est le parterre.
Donc, vous avez un nombre, vous voulez arrondir au parterre entier, ben, si 2 c'est 58, le parterre c'est 2, ben, il va mettre au sol, le sol à 2. Maintenant, le round, c'est un arrondi, mais là, ça va dépendre. Si vous êtes en dessous de 0,5, ben, le nombre va être au floor, sinon il va être voilà, au plafond. S'il est au-dessus de 0,5, ben, il va être au plafond, c'est-à-dire si vous avez 3,59 ou 3,72, mais il va rentrer à l'unité supérieure, c'est ça que ça veut dire. Sinon, il va rendre à l'unité inférieure si on est en dessous de 0,5 pour le round. Le round, c'est soit au-dessus ou en dessous, ça dépend si vous êtes, dire, plus. C'est normal parce que si vous avez, c'est tout à fait logique ça. Bon, pourquoi? Parce que regardez bien. Si vous prenez un nombre quelconque, je prends 2,58. Si vous devez faire un calcul avec, on va prendre un peu plus grand. Hein. Allez, on va prendre 4,86. Bon, si vous mettez à 4, ben, la différence entre 4 et 86, voilà, vous avez perdu beaucoup par rapport au nombre 0,86. Par contre, si je prends 5, ben, 4,5 est beaucoup plus proche, on fait une erreur plus petite. Là, il y a 0,14, je crois. Voilà, 0,14. Alors, c'est bien d'arrondir, mais bon, à l'unité où il y a le moins d'erreurs. Donc, ça veut dire que si vous êtes au-dessus de 50, le moins d'erreurs, dès que vous avez passé la moitié, le 50, 4,50, la moitié, c'est le 50. La moitié, c'est 50. Là, on a la même erreur que vous preniez 4 ou 5, c'est le même. Hein. La marge d'erreur est la même. Voilà. Mais si vous prenez voilà, 4,86, vous êtes plus proche de 5. Si vous voulez moins de marge d'erreur dans vos calculs, ben, voilà, c'est de prendre 5. Vous faites une erreur, bien sûr, mais très petite par rapport à celle où si vous avez pris une valeur plus basse. Mais maintenant, rien ne vous empêche de la prendre la valeur plus basse. Hein. Là, vous faites une erreur, une plus grosse erreur. Voilà. Et ça, on peut s'amuser avec les formats des nombres décimaux. Alors, il y a les conversions, je veux dire, les différentes conversions en base 2, base binaire et en hexadécimale, octale, etc. Voilà, ici je vais vous prendre par exemple conversion décimale en base n. Voilà, décimale en base n. Voilà. Ou alors une autre, je vais prendre celle-ci ici, en hexadécimale. Conversion en hexadécimale, ben vous faites une conversion en hexadécimale. Par exemple, je prends un nombre. Voilà. Ben, je sais plus c'était quoi la commande, j'ai déjà oublié. Je retournais là-bas à l'aide, puisque c'était x2 deck. x2 deck. x2 deck. x2 deck. Bon, je vais mettre 5 5A 26 B C. Oui, non, c'est en hexa, je m'excuse. Elle va convertir en hexa. Je recommence. Je prends avec la flèche haut, je monte ici. Il va vous convertir le nombre en hexa. C'est différent. Voilà, c'est une conversion vers l'hexa. Donc je prends un numérique. Voilà. Ouais, ici, il y a quoi en erreur? Conversion hexadécimale. C'est bien en hexadécimale qu'il faut faire la conversion. Help. H matrix of strings corresponding into hexadecimal representation. Donc c'est bien d'hexadécimal. Donc voilà, il va convertir en double. En double, c'est valeur entière positive. Ben, normalement ça devrait aller. Je ne sais pas pourquoi il ne m'a pas pris le nombre hexadécimal. Peut-être qu'il faut mettre un H devant le nombre décimal, c'est peut-être ça. Donc hexadécimal.
pour dire que c'est hexa, bon, normalement, je dois mettre le symbole hexa. On va mettre 5, 5A. Il ne l'a pas trouvé. Si je mets 5A, non plus. Non plus. Bon, le format, peut-être qu'il y a un formatage hexadécimal. On va prendre. S'il y a un exemple. Bon, je vais d'abord faire un vidage de l'écran. Je vais effacer la console. Voilà. Oui, donc il faut mettre entre guillemets. Il faut mettre entre guillemets. Bon, ce qui veut dire, je vais regarder. Je vais mettre ici, par exemple. Là, on en a fait 3 d'un coup. Hein. Bon, c'est une matrice. Je suis pas obligé de mettre une matrice ligne. C'est une matrice ligne ici. Je suis pas obligé de mettre. Donc en fait, apparemment, il faut mettre des guillemets. Bon, donc je vais mettre 4H. Voilà. Il ne le prend pas. Alors, est-ce que c'est 4H majuscule? Non plus. Normalement, A, il doit prendre. Il doit pouvoir prendre le A. Voilà, 10. Le A, c'est 10. Bon, je vais prendre le B. C'est 11. Le C, c'est 12. Le D, je vais mettre le D. Le D, c'est le D, c'est 13. Voilà. Le E, voilà, c'est 14. Voilà. Et bien sûr, est-ce que je voulais faire donc le F, le F, on va mettre le F, et c'est 15. Bon, voilà, donc ça marche. Je sais pas pourquoi tout à l'heure ça n'allait pas. Il faut juste des apostrophes. Maintenant, si je mets 2F, voilà, 47. 2F, c'est 47. Voilà. Donc, maintenant, si je prends une conversion hexadécimale de A, 2F, voilà, il faut les mettre en majuscule et avec une apostrophe, 2607. Bon, maintenant, je vais contrôler avec la calculatrice. Bon, je mets voilà, en hexadécimal. Et je vais faire voilà, je vais taper en A2F. A, 2, A2F. A2F. Voilà. Je vais le convertir en décimal. Ça fait 2607. Donc voilà. Mais, voilà, eux, ce qu'ils ont fait, ils ont mis un vecteur. C'est normal avec des virgules. Donc il va, dans le vecteur, il va en faire plusieurs. Voilà, il y a plusieurs éléments dans le vecteur. Et comme il met une virgule, ben, il sépare bien les valeurs entre elles. Et chacune comporte un guillemet, donc il sait bien traiter chacune des valeurs hexadécimales. Voilà. Bon, et alors on peut faire l'octal, des conversions vers l'octal, etc. Bon, alors on a les conversions de type, voilà, entier. Matrix shaping, shape test, voilà. Ça c'est des tests, hein, c'est des tests. Voilà, c'est des tests is, c'est des tests. Voilà. Alors on a les opérations sur les matrices. Operation. Voilà. Toutes les opérations sur les matrices. Des tris et des recherches. Voilà, des opérations sur les ensembles, intersection, voilà, union, voilà, la trigonométrie bien sûr,
L'algèbre linéaire, et là, bon, il y a tout un paquet, parce que, bon, voilà, on peut avoir beaucoup de choses, hein, là. Les équations linéaires, voilà, matrice de Markov, matri- analyse de matrice, matrice crayon, voilà, et ainsi de suite. Sous-espace. Sous-espace. Voilà. Puis on a les interpolations. On a différents types d'interpolations. Il y en a différentes, hein. Bon, il n'y a pas que les interpolations linéaires, on peut avoir des hyperboliques, enfin, tout ce qu'on veut comme voilà, voilà, logarithmique, tout ce qu'on veut, en fonction du type de courbe. On n'a pas toujours des droites, hein, donc les interpolations, c'est pas forcément sur des droites. Alors, des contrôles du système, voilà. De l'analyse linéaire, avec la stabilité, voilà, ça c'est pour ceux qui font de l'automatisme. C'est très intéressant ici. Pour ceux qui font de voilà, ça c'est c'est un outil d'automatisme. Voilà, là on peut dire que domaine de fréquence, on a le diagramme de Bode, voilà, Nyquist, Nyquist, oui, il y a Nyquist, voilà, ça c'est vraiment pour l'automatisme, voilà, pur et dur, c'est ça. La gouvernabilité, voilà, il y a la gouvernabilité, l'observabilité. Enfin, il y a tout ce qui concerne les automatismes, sont là. La stabilité, voilà. Alors, linéarisation de système, factorisation du système linéaire, représentation de système linéaire, voilà, et de nombreuses, voilà, des fonctions spéciales, fonction gamma, voilà, fonction, vous retrouvez la gamma, fonction gamma, fonction bêta, fonction de Bessel. Voilà, c'est vraiment énorme, hein, bon, quand même. Donc les statistiques, les voilà, distribution cumulée, tendance de moyenne centrale, dispersion, largeur de dispersion, voilà, distribution empirique, etc. On peut faire de l'optimisation et des simulations, voilà, avec des algorithmes génétiques. Algorithmes génétiques, voilà. Bon, c'est quand même. Il y a un solver là-dedans aussi, hein. Il y a de la gestion XML. Gestion XML. Bon, on peut faire du Java aussi, je vous le dis tout de suite. Voilà. Bon, c'est un truc quand même qui est costaud quand même, hein. Je pensais pas. Je pensais pas qu'il y avait autant. Voilà, c'est quand même costaud. C'est quand même costaud. Ben, au départ, je pensais que bon, MATLAB était, je veux dire, nettement supérieur, mais apparemment, je vois que c'est quand même du costaud. Parce que moi, je ne fais que découvrir aujourd'hui ce logiciel, hein. Donc, et alors, il y a là, on voit du MATLAB, fichier de données MATLAB qui peut-être avoir des connexions avec MATLAB. Donc, on peut passer de MATLAB à faire pour certaines choses avec MATLAB. Vous voyez, on voit fichier de sortie IO, data file MATLAB. Et alors, il y a même du code MATLAB, passage MATLAB, Scilab. Alors, il y a tout un ensemble de librairies, donc qui sont des API. Des API, hein, des librairies d'interfaçage, je crois. Ce sont des librairies d'interfaçage. Des fonctions avancées, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Oui, fonction argument. Fonction argument.
Ça c'est pour l'exécution, hein, je l'ai déjà utilisé tout à l'heure. Bon, mais je pensais pas que c'était... On peut faire voilà, du benchmarking, du test et du benchmarking, voilà. Il y a même des démos. Mais il faut connaître le fichier apparemment. Bon, pour les démos, enfin, on peut faire des démonstrations. C'est pour des démonstrations. C'est des outils de démonstration apparemment. Il faut connaître le chemin, voilà. Et à partir d'un chemin, on peut faire une petite démonstration. Et là, il donne un petit exemple, voilà. Bon, des objets Windows, ça c'est tout à fait normal. Bon, c'est quand même costaud. C'est quand même costaud. Je pensais pas. La Java Virtual Machine est là. Java à partir de Scilab. Java à partir de Scilab. Les interfaces Java. Voilà. Bon, je peux vous dire que c'est quand même costaud. Très très costaud. Il possède même du filtrage. Hein. Il peut faire du filtrage. Bon, ben voilà. Donc c'est un outil très sérieux, ça. Bon, voilà. Je le découvre. Je ne le fais que découvrir aujourd'hui. Donc, bon. Alors maintenant, je vais faire juste... je vais faire une autre vidéo qui va suivre sur numéro 3. Numéro 4. Voilà. C'en est assez pour cette vidéo aussi. Je vous remercie.